Donc, bien sûr, comme je viens de vous annoncer il y a quelques minutes, aujourd'hui on va parler non seulement de la guerre conventionnelle, de la guerre traditionnelle, une armée devant une armée, mais il y a bien sûr deux nouvelles générations de guerres qui ont été pratiquées par les grands États, si je puis dire, contre des États ou contre les autres États. Donc, on va savoir un peu plus de telles guerres, comme la guerre contre le terrorisme, la guerre, si je me rappelle, la guerre asymétrique, à travers les explications, bien sûr, de notre invité de marque, le général, bien sûr, c'est un général d'armée, ancien général d'armée, Mohamed Zaki Ibrahim. Bienvenue sur NAL TV. D'abord, mes meilleurs voeux à l'occasion du 6 octobre. Merci. Les guerres ont évolué de guerres conventionnelles en de nouvelles guerres. La guerre, nous avons assisté aux guerres conventionnelles lors de la guerre d'octobre. Ensuite, les guerres ont évolué. Il y a les guerres non atypiques. Le début, c'était la guerre du 6 octobre en raison des grandes pertes lors de cette guerre dans les deux camps et particulièrement dans les chars et les blindés et dans les forces aériennes et aussi dans toutes les équipes en général dont les coûts sont très élevés et il est difficile de les compenser et ceci était clair lors des ponts aériens qui ont été établis, que ce soit entre la Russie et l'Égypte ou les États-Unis et Israël. En résultat, la pensée militaire et à cause des pertes en matière de vie humaine et particulièrement dans le camp israélien et aussi les chambres basses occidentales ont fait pression sur leur gouvernement pour ne pas expédier de tels équipements très coûteux. En résultat, on assiste maintenant aux guerres de quatrième génération. L'idée était que de concevoir de nouvelles méthodes pour réduire les coûts et les pertes ou réduire les coûts et réduire aussi les coûts et les pertes en matière de vie humaine. Dès lors, on a commencé à réaliser des interventions au sein des peuples à travers des théories spéciales dont on peut parler plus tard. On a appelé ce genre de guerre les guerres non conventionnelles qui ne consiste pas en des forces armées ou une force solide face à une autre force solide, mais on peut assister à des forces de police ou des forces de renseignement face au peuple lui-même à l'intérieur, afin de mener à une guerre interne entre le peuple lui-même. C'est ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle les guerres non asymétriques ou non, et les guerres par procuration. Quelle est la première et la deuxième et la troisième génération? Cette partition, c'était un effort de certains historiens militaires, mais le mot génération ne correspond pas ou ne s'applique pas sur les différentes phases de changement militaire.
il y en a qui les appellent une révolution dans les affaires militaires. Au début, c'était les moyens, les méthodes traditionnelles. Depuis le début de l'histoire, l'être humain se combattait avec l'animal. Alors, il a commencé à concevoir et mettre au point des équipements ou des outils pour tuer l'animal. Ensuite, nous sommes arrivés aux pneus militaires et le sabre et aussi, les bombes ont fait apparition. Ensuite, les chars, c'est la deuxième génération. Ensuite, les blindés et les moteurs et les voitures à moteur, c'est la troisième génération. Ensuite, les avions se sont joints à la troisième génération. Quant à la quatrième génération, consiste en des guerres non analogues, c'est-à-dire qu'il y a que l'un des camps consiste en une force non militaire. Mais d'habitude, l'un des camps consiste en une pensée, un camp qui est basé sur des idées très extrêmes ou des idées obscures comme les extrémistes. Dès lors, les idées ont commencé à apparaître. La première théorie qu'on appelle la théorie du domino, c'est-à-dire lorsque nous disposons les pièces de domino, lorsque la première tombe, elle va entraîner le reste des pièces avec elle, comme ce qui s'est passé lors du printemps arabe en Tunisie. Il y a aussi la théorie du papillon. Aussi, la troisième théorie, c'est la théorie de Condoleezza Rice qu'on a appelée qui consiste à mettre en scène des crises ou de sorte à influencer sur l'intérieur du pays afin de parvenir à une guerre locale ou une guerre civile, de sorte à ce que nous observons à présent, on assiste à une division et une partition des pays, comme ce qui se passe en Libye et en Syrie. Donc cette théorie consiste à désagréger ou effriter les États en des petits États. Quelle est l'importance de lancer l'opération globale Sinaï? En général, c'est une opération contre le terrorisme, mais elle est aussi une opération globale ou exhaustive. Quelle est son importance? Nous menions des opérations contre des repères où il y avait une planification, nous planifions une opération pour juguler le terrorisme dans une région spécifique. Et dans ces opérations, toutes les forces armées ont participé en coordination avec les renseignements et la police, de sorte à fixer et déterminer les différents lieux
avec grande précision ce qu'on entend par une opération globale ou exhaustive. Ce n'est pas seulement des opérations qui impliquent les forces armées et la police, mais ces opérations consistent à marcher dans tous les sens, dans le sens de l'éducation, de la santé, de tout, dans le sens, dans tous les volets qui consiste la société, de sorte aussi à arriver aux régions, aux lieux déshérités et aussi ces opérations consistent à éliminer les logements, les bidonvilles ou même en matière sportive aussi, c'est parce que l'effort, donc ces opérations, elles ne se limitent pas à des opérations militaires, mais elles impliquent aussi le développement. Passons maintenant à un rapport sur le rôle de développement dans le Sinaï et en vue de... Vous présentez, chers téléspectateurs, un reportage qui va jeter plus de lumière sur les opérations de développement au sein du Sinaï. C'est un instrument tout à fait efficace afin de lutter contre le terrorisme. Un complexe immobilier dont la livraison est prévue pour 2027 se situera à une quarantaine de kilomètres de la ville de Bir Abd et portera le nom de Salem Masr. Ce complexe englobera également des centres de loisirs, de santé, de sécurité et de sport et d'éducation. Les autorités égyptiennes comptent peupler la région de 3,5 millions d'individus d'ici 2027, avant de porter le nombre à 8 millions d'habitants à l'horizon 2052. Suite à l'achèvement en mai dernier de l'opération militaire globale visant l'élimination des terroristes qui s'étaient implantés dans la péninsule en 2012, l'Égypte a lancé de vastes projets d'industrialisation et d'urbanisation du Sinaï. En effet, le chef de l'État avait lancé en 2014 ces projets dans sa vision d'Égypte 2030, une vision qui projette de situer l'Égypte parmi les 30 premiers pays du monde en matière de développement économique et social et de lutte contre la corruption, outre les indicateurs de la qualité ainsi que la mise à niveau des taux de croissance autour de 10% par an. Pour ce faire, le pays projette de faire émerger plusieurs villes nouvelles, dont une nouvelle capitale, 36 complexes urbains touristiques, des centres industriels dans 22 villes, une expansion du Grand Caire, 8 nouveaux aéroports internationaux, la construction et la rénovation de plusieurs milliers de kilomètres de routes, le développement de plusieurs zones de pêche et la rédification des limites des gouvernorats afin de redistribuer la population et de développer les territoires dans toute l'Égypte. Parmi ces projets figure également le développement de la péninsule du Sinaï, avec notamment le nouveau canal de Suez. Le 5 mai 2019, le président Al-Sisi avait assisté à l'inauguration de plusieurs projets nationaux géants à Ismaïlia, au centre du Sinaï, et à la nouvelle cité d'Ismaïlia, dans le cadre du plan de développement global de l'État. Dans une intervention à l'inauguration de ces projets nationaux géants, le chef de l'État a jeté la lumière sur une image émise à l'étranger, selon laquelle les forces armées sont ceux qui assument la réalisation de ces grands projets, jugeant important le rôle joué par les différentes institutions étatiques, dont les médias, pour illustrer l'image réelle, et de rappeler que le coût des projets exécutés dans l'axe du canal de Suez s'est élevé à 800 milliards de livres égyptiennes 2220. Le projet de développement du Sinaï renferme un réseau routier global et un réseau d'infrastructures devant lier la péninsule au reste des gouvernorats de la République. Nombre de projets urbains y seront installés, outre des petites et moyennes entreprises pour soutenir les femmes au foyer. Des projets agricoles seront mis en place, des centrales d'adoucissement seront construites. Alors que le terrorisme représente un instrument efficace encore pour faciliter l'intervention étrangère dans les pays, notamment aussi au Proche-Orient, on trouve que le développement, la croissance économique, c'est un autre instrument aussi tout à fait efficace
afin de lutter contre le terrorisme. Monsieur le général, permettez-moi d'abord de faire la lumière sur le rôle développemental, sur le combat du terrorisme. C'est un rôle très important et c'est clair, notamment dans le Sinaï, le nord du Sinaï et l'est. Le développement dans le Sinaï se réalise actuellement de l'est vers l'ouest, mais il y a aussi l'élargissement du canal de Suez, les nouvelles villes qui ont été construites, aussi l'amélioration du niveau de vie des Bédouins, la construction des écoles, aussi l'importance accordée au terrorisme. C'est une source très importante de revenus. Aussi l'agriculture et les projets de pisciculture qui ont été réalisés. Aussi l'amélioration de l'état des lacs comme le lac de Bardaoul. Aussi, non seulement au Sinaï, mais il y a les projets qui se réalisent sur les côtes nord, à l'ouest. Pas seulement les projets réalisés, non pas seulement des projets de divertissement ou des projets de loisirs, mais des projets de construction de logements. Jusqu'à quel degré vous trouvez que ceci sert à juguler l'extrémisme et juguler les groupes qui cherchent à diaboliser le gouvernement et l'État? Comment l'État serait un ennemi du citoyen alors que l'État le protège et lui assure une source de revenus et lui assure une vie digne en construisant des usines et des petites entreprises. Il y a actuellement des banques spécialisées dans les petites entreprises pour les petits commerçants ou les petits artisans. Aussi lorsque je réalise des projets de levage ou des projets de pisciculture, tout cela va bénéficier aux citoyens. Dans le Wadi El Guidid, il y a où les écoles où on construit des écoles. Lorsqu'on descend plus au sud, on peut observer les projets qui ont été réalisés à Halayb et Chalatin. Donc, ces exploits sont des exploits, c'est l'arme réelle pour sensibiliser et sensibiliser les citoyens. C'est l'un des piliers essentiels. Quel est le danger du terrorisme sur l'occupation, la colonisation des États? Oui, ceci concerne les pays arabes frères comme la Syrie et l'Irak et la Libye. Tous ces pays, nous sommes témoins de ce qui arrive dans ces pays et ceci, les forces d'occupation cherchent à avoir une plateforme dans ces pays comme la Turquie et tout cela arrive dans les pays parce que les interventions dans ces pays ne se font pas par un mandat légal. Ce qui se passe, on peut
Aussi, il y a le terme qui n'existait pas avant, c'est le terme de la résistance ou les éléments armés, les éléments révolutionnaires armés. Comment seraient-elles pacifiques alors qu'ils utilisent des armes pour tuer et détruire? Donc cela concerne la couverture médiatique. C'est ce qu'on appelle actuellement les guerres asymétriques. C'est ce qu'on surnomme maintenant les guerres psychiques ou morales à travers la falsification des faits et la falsification des révolutions. Tous ces moyens et toutes ces tromperies et tous ces moyens cherchent à tromper le téléspectateur et pour mener le citoyen et le peuple à la déception. C'est l'un des buts. Oui, c'est abaisser le moral du peuple et exploiter le peuple aussi et éloigner son attention et divertir son attention loin des projets de développement réalisés. C'est l'un des buts essentiels de ces opérations. À la fin, le président Assisi compte toujours sur la conscience et la prise de conscience du peuple. Oui, la prise de conscience et aussi la trame du peuple ou la bonne trame du peuple, c'est parce que le peuple égyptien se caractérise par une bonne trame, ceci nous a protégés contre la division. Oui, bien sûr, nous aurons aimé avoir plus de temps, mais nous vous remercions, Monsieur le Général, pour ces données. Bien sûr, chers téléspectateurs, comme notre expert a dit, l'Égypte, où c'est tout à fait difficile à démanteler. L'Égypte a démantelé la société égyptienne. Merci beaucoup et on suit d'autres programmes sur l'Internet.